Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode Parlons de votre mental. Aujourd'hui, on va dégainer notre épée et on va aller à la rencontre de Coralie. Salut Coralie. Bonjour, enchanté. Bon, donc pour le nom de famille, c'est Coralie. Bon, donc t'es sportif de haut niveau, ta spécialité c'est l'escrime. Le fleuret pour être précise. Il y en a trois. Il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Du coup, je fais du fleuret. Ok. Et à côté de ça, j'ai vu que tu faisais des conférences aussi et que tu étais coach sportif. C'est ça. Je travaille aussi à mi-temps à l'INSEP. Il faut savoir que l'escrime, c'est un sport amateur. Donc, on n'est pas payé pour faire de l'escrime. Donc, on doit trouver soit des sponsors, soit un travail à côté. Et puis, j'ai passé mes diplômes. Donc, oui, je suis aussi coach sportif et on appelle ça prévôt en escrime. Prévôt? Oui. Prévôt. Je connaissais pas du tout. Il y a prévôt et ensuite il y a maître d'armes et ensuite c'est le diplôme d'entraîneur. Ok, bon super. Voilà. Après c'est vrai que c'est le lot quotidien des athlètes. Hein. Souvent on croit qu'ils gagnent des fortunes, mais en fait c'est pas le cas. Pas exactement. Il y en a qui sont vraiment méritants parce qu'ils arrivent à vivre avec des fois, parfois même avec en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y en a beaucoup d'athlètes. Voilà, dans des disciplines qui ne sont pas fortement médiatisées. C'est vrai. Malgré tout, on encourage de continuer leur passion et d'essayer d'aller décrocher des titres, des médailles. Donc voilà, il faut le saluer. Bon, là, on va pouvoir les mettre en valeur parce qu'il y a les Jeux Olympiques bientôt, dans un an, il y a quelques jours. Effectivement. Donc c'est bien, ça va mettre un peu en valeur tous nos athlètes. Et voilà. Le podcast, il aime bien mettre aussi en valeur les athlètes français qui méritent un peu d'être dans la lumière aussi. Pas que le football, hein, et d'autres sports médiatiques. Il y a beaucoup de sports qui méritent d'être dans la lumière, ou en tout cas qu'on en parle un peu plus parce que il y a beaucoup de champions. On en croise, comme je vis à l'INSEP et que je m'entraîne à l'INSEP, il y a énormément de champions et en fait, on n'a pas besoin d'être, en tout cas, je pense, pas besoin d'être reconnu dans la rue, etc. Mais le fait qu'on puisse parler un peu plus de notre sport, ça permet de le faire connaître, d'une part. Et puis aussi, on demande juste de pouvoir en vivre comme un métier, finalement. Parce que c'est vrai que sans si on n'avait pas un fort mental pour continuer, parce que on est très peu payé pour faire notre sport, c'est une passion. C'est une passion, on a fait beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi un choix. Je vais parler pour moi, du coup, c'est aussi un choix. Et tant que je ne serais pas allé jusqu'au bout, je continuerai. Parce que je vis quand même, j'ai la chance de vivre des très belles expériences et je ne regrette rien et je ne changerai rien pour... je continue. Ouais, c'est clair. Ça fait penser un peu à un épisode que j'avais enregistré au tout début là, du podcast avec Sarah Danant, il me semble, c'est ça? Oui, Sarah Danant, oui. Qui a été médaillée. Alors, je ne me souviens plus sur quel jeu, mais en tout cas, elle a fait une très très belle interview. Donc voilà, tu prends la suite. J'espère que toi aussi, tu nous feras une petite médaille. J'espère. Même deux, hein. Il y a les individus par équipe. Ah voilà, même deux. On va commencer, du coup, cette interview. J'aime bien la commencer par un petit portrait chinois. Et ensuite, on pourra revenir un petit peu sur ton parcours, si tu veux bien. Et puis, on va te respecter un peu la dimension mentale. Tu nous parleras un petit peu de comment toi tu vois le mental,
comment tu te prépares mentalement et ben voilà. Donc on va apprendre plein de choses sur toi aujourd'hui. Alors on va commencer par le petit portrait chinois déjà. Oui, Est-ce que tu es prête? je suis prête. Ok, t'as déjà fait ça ou pas? Je crois une fois, mais chacun a sa façon de voir le portrait chinois, donc j'ai hâte de voir le tien. Ok, bah, j'ai changé un peu les questions pour aujourd'hui, du coup on va voir ce que ça donne. Alors du coup, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu? Facile, le bleu. Une des couleurs préférées, mais pour des Français ou à travers le monde, je ne sais pas, mais le bleu, pour sûr. Ok. Si tu devais choisir un animal qui t'inspire, Je dirais le lion. pourquoi le lion? Parce que je viens de Lyon déjà, c'est facile. Et quand je crie en escrime, on dirait un petit lion, une lionne, on va dire. Puis surtout, le lion, c'est aussi l'incarnation de la sagesse et puis du combat aussi. Donc je dirais le lion. Si tu devais être une devise, laquelle serais-tu? J'en ai plein. Je dirais advienne que pourra, c'était celle de mon grand-père. Elle est très courte, mais je pourrais aussi dire que le risque est beau. Voilà. Le risque est beau, c'est vrai. Oui. Si tu étais une énergie, quelle énergie choisirais-tu? Une énergie positive déjà. Après, quand je parle d'énergie, ça peut être la vitalité, la sécurité, la générosité. On m'avait jamais posé cette question. Je dirais l'énergie de... Bon, je sais pas si on peut appeler ça une énergie, mais toujours aller de l'avant, de toujours se relever malgré toutes les choses qui peuvent arriver parce que chaque échec est une expérience et j'apprends davantage sur moi après chaque échec, entre guillemets. Ouais. Pour moi, l'échec n'est pas un terme négatif. Oui, mais l'échec, ça n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des expériences. Exactement. Donc, c'est un peu l'énergie de la résilience, finalement. Oui, résilience. C'est le mot que je cherchais. Oh, je rigole. Je l'avais, mais je ne l'aurais pas sorti. Là. Quelle est la plus belle qualité à tes yeux? La plus belle qualité. C'est tout d'abord de savoir se respecter pour pouvoir aussi respecter les autres. C'est-à-dire, c'est assez personnel, mais même si c'est difficile de l'être, d'être objectif avec soi-même, de pas être trop dur, parce que la vie est déjà assez difficile, et aussi d'avoir la capacité de sortir de sa zone de confort, de toujours aller de l'avant. Donc ça, pour moi, c'est une parmi tant d'autres, mais des qualités c'est une des qualités. Ton plus beau voyage? Alors, ça dépend si c'est avec l'escrime ou dans la vie civile, entre guillemets. Si c'est dans la vie civile, c'est aux Açores. J'ai passé une semaine et demie où j'aime pas trop marcher de base parce que je me suis fait les croisés. Et finalement, j'ai passé ma semaine et demie à randonner et c'était juste une expérience incroyable. Donc, je dirais les Açores. Et sinon, je dirais tous les voyages pour les compétitions, bien sûr, avec mes coéquipières et puis aussi avec les étrangères parce qu'en fait, c'est une grande famille et c'est que des moments de partage. Et quand j'arrêterai l'escrime, forcément, je me rappellerai des défaites, des victoires, mais aussi de ces moments d'échange qui n'ont pas de prix pour moi. Bah ouais, tu m'étonnes. En plus, dans le sport, on a quand même tendance à beaucoup voyager, à faire des belles rencontres et notamment à partager avec d'autres cultures. C'est ça qui est chouette. Complètement. Le défaut que tu as du mal à supporter chez les autres? Le défaut, je dirais de tourner autour du pot. Des gens qui ne sont pas francs. Pas forcément des pincettes à prendre parfois, mais si on a quelque chose à dire, je préfère qu'on le dise. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Le plus plaisir, c'est de ne pas avoir de regrets dans ma vie. Il y a un moment donné dans ma vie où je me suis dit que je ne voulais pas avoir de regrets. C'est ma philosophie de vie. Donc, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de ne jamais avoir de regrets dans ma vie. Okay. Donc, d'aller voir des choses et d'avoir le courage et de prendre le risque de faire des choses. Voilà, ne jamais rien regretter. Ouais, aller de l'avant, c'est un peu dans ce que tu disais. L'énergie de ne pas renoncer, toujours aller de l'avant, être en mouvement, quoi. C'est ça.
Non, mais super. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit partage. Ça a été notre warm-up. Voilà, je dis ça. J'aime bien le côté warm-up, tu sais, ça met en route un petit peu. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours, là. Donc, pour arriver au niveau où tu es, donc parce que tu es sportif de haut niveau. Après, tu nous as dit que tu avais passé des diplômes de coaching, tout ça. Donc, ça a été quoi ton parcours pour arriver jusque-là? J'ai été très tôt baigné dans la musique, parce que ma mère est professeure de musique et de piano. Donc, dès mes 7 ans, j'ai fait de la contrebasse. Et jusqu'au 3e, j'étais en musique-études, donc au Conservatoire de Lyon. J'avais des horaires aménagés pour pouvoir pratiquer la contrebasse. Et j'ai toujours été sportive à côté. Donc, j'ai fait pas mal de sport. J'ai fait du patinage artistique, du judo, de la course. Et j'ai fait du foot en club. À l'époque, parce que c'est vraiment à l'époque, plus d'une dizaine d'années, je jouais avec les garçons finalement, parce qu'il y avait très peu de filles. Et vers mes 9-10 ans, je faisais escrime, foot et contrebasse. Et j'ai dû faire des choix petit à petit. Et donc, je devais aller à l'OL, ils avaient demandé. Je me suis cassé quelques trucs. Donc, j'ai choisi finalement l'escrime, la contrebasse. Et puis, petit à petit, j'ai passé mon second cycle en contrebasse. Et après, j'ai dû arrêter parce que l'escrime me prenait tout mon temps libre. Donc voilà un petit peu. Je me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai toujours fait les choses. J'ai pris les choses comme elles venaient. Et puis, finalement, je me suis jamais arrêté. J'ai toujours continué. Bah ouais. Et du coup, tes diplômes sportifs, tu les as passés aussi au fur et à mesure? Oui, j'ai eu un bac S et ensuite j'ai fait une année à la fac de sport à Lyon. Et en fait, le problème, c'est le temps. C'est-à-dire, quand on n'est pas à l'INSEP ou quand on n'est pas dans un CREPS ou un endroit où on peut faire des sport-études, c'est très, très compliqué. Et donc, j'ai dû arrêter parce que j'avais pas le temps de combiner l'escrime et les études. Donc, ensuite, j'ai fait un service civique et j'ai passé mon diplôme de maître d'armes de prévôt à Lyon pendant 1 an. Et ensuite, à 23 ans, je suis rentré à l'INSEP. Donc, c'est assez tard, finalement. Généralement, on rentre plutôt vers 18, 19 ou 20 ans. Mais j'avais pas eu l'opportunité avant. Je l'ai eu avant, finalement, pardon. Mais je me suis blessé. Donc, je suis pas rentré. Et donc, à 23 ans, je suis allé à l'INSEP. J'ai passé mon diplôme de coach sportif. Et puis, tout s'est enchaîné. Ensuite, j'ai travaillé à la scolarité à mi-temps. Puis maintenant, je suis surmédiante en escrime. Pardon, pas en escrime. Je suis surmédiante avec les majeurs de l'internat. Donc, je m'occupe des majeurs de l'internat à l'INSEP. Et puis, à côté de ça, quand je peux, je fais du coaching sportif et des conférences. Okay. Tu fais quoi comme conférence? Pour l'instant, c'est plutôt avec les plus jeunes ou dans les écoles, combiné aussi parfois avec des initiations. Ça va être compliqué l'année prochaine parce que c'est l'année des Jeux, mais je sais qu'après, je vais monter quelque chose de vraiment très construit pour pouvoir aller dans les entreprises et pouvoir partager mon expérience. Parce que le fait d'être coach sportif et maître d'armes, en fait, j'aime juste partager et puis donner envie. Et puis, et ce que j'ai appris dans ma vie peut aider des personnes avec plaisir. Oui, après le sport, en tout cas, alors vous êtes dans un sport où vous menez quand même votre corps à l'extrême, mais quelque part dans une autre dimension, le sport, c'est le meilleur des médicaments qui soit, on va dire, dose pour chacun pour pouvoir être en bonne santé. Et c'est important, quoi. Après, voilà, je conseille pas à tout le monde. Je sais pas si tout le monde est fait pour faire du sport de haut niveau parce que c'est. Non, je pense pas. Parce que c'est dur, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, il faut. Mais comme tout le monde n'est pas capable de travailler ou dans un bureau ou devant un écran, je pense qu'il y a une place pour tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai que personnellement, moi, je ne me vois pas travailler dans un bureau. J'ai jamais fait ça. Et puis, oui, je préfère, pour l'instant en tout cas,
Comme tu dis justement, de toute manière, chacun a des compétences et des atouts. Et puis après, de toute manière, le seul moyen, en tout cas, d'aller vers la réussite, c'est de travailler ses atouts et voilà, de répéter régulièrement et puis de mettre en œuvre pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Qu'on a envie d'être artiste, qu'on a envie d'être sportif, qu'on a envie d'être, je ne sais pas, ingénieur, un médecin. Voilà, ce qu'on a envie, en fait. Mais toujours un peu la même équation, hein, c'est toujours un peu pareil. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour de ton parcours. Si je te dis rendre possible impossible, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, et en même temps, l'impossible, si on se donne les capacités, on a l'envie, la détermination, rien n'est impossible finalement. Après, c'est facile à dire là, même pour moi, mais je pense que rien n'est impossible du moment qu'on a tout essayé. Si on a tout essayé, on peut simplement être fier de soi. Et si ça fonctionne pas et que c'est finalement impossible, c'est juste que c'était pas fait pour nous. Mais pour moi, rien n'est impossible. Ok, on va parler de mental. Alors du coup, déjà, si tu devais définir ce mot, le mot mental, toi, tu le définirais comment? Je dirais premièrement que c'est la chose la plus importante et qui détermine une réussite. Quand je dis réussite, c'est que ça soit dans la vie ou dans les amitiés, dans l'amour, les relations sociales, enfin tout. Le mental, c'est ce qui nous permet de tenir, d'aller de l'avant. Pour moi, c'est le point, c'est la clé, le point central. Et ensuite, tout découle du mental. Toi, quand tu fais comment pour le travailler, ton mental? Est-ce que déjà tu t'es accompagné à l'INSEP, ou toi personnellement, ou comment tu as fait, en tout cas tout au long de ton parcours, pour te préparer? Au départ, j'avais pas de coach mental. Et puis, en discutant avec mon prépa physique, petit à petit, j'ai vu, je devais avoir quel âge? Peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. J'ai vu une psychologue du sport. Ensuite, j'ai vu une autre personne, encore une autre personne. Ensuite, j'ai mis de côté le mental parce que je me suis dit, j'ai appris beaucoup avec le dernier. J'ai l'impression que je peux me débrouiller seul et finalement, je me suis rendu compte que non. Donc maintenant, je suis accompagné depuis cette année avec mon préparateur physique, mon préparateur mental, coach mental plutôt. Et je compte bien continuer à travailler avec lui longtemps parce que je sais que ça me fait du bien. Mais surtout, en tant que sportif, c'est difficile parfois de parler de nos faiblesses ou de parler des choses qui nous touchent parce que quoi qu'il se passe dans notre vie civile, ça se répercute forcément sur la piste, même si on a envie, sur la piste, donc sur le terrain, même si on a envie de faire la part des choses. Donc c'est juste hyper important parfois juste d'avoir une oreille, de pouvoir se confier autre qu'à au cercle sportif ou au coach qui finalement ont la tête dans le guidon. Là, c'est quelqu'un qui a une autre vision, donc c'est très important pour moi. Je crois qu'à la Fédé d'escrime, vous avez un préparateur mental de toute façon. Oui, mais moi j'ai fait 4 ans à l'INSEP. Maintenant, moi, je suis passé partenaire, donc je fais les séances d'assaut avec les filles et je m'entraîne de mon côté physiquement et mentalement. Ok. Donc j'ai mon propre préparateur mental. Ok. Tout à l'heure, tu faisais la nuance entre préparateur mental et coach mental. Tu vois une différence? Quand j'en entends parler, on me dit oui, il y a une différence, préparateur mental, coach mental. Je vois la différence entre psychologue du sport et coach mental. Après, pour moi, c'est que des termes, je fais pas la différence, mais... Ouais, après, si on doit s'imaginer pour les auditeurs, en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup le terme coach. Moi, j'ai été dans le tennis pendant longtemps, donc c'est vrai que coach, à la base, ça venait du sport, quoi. On en parlait beaucoup dans le domaine sportif, ça venait essentiellement des États-Unis. Aujourd'hui, après, voilà, il y a des coachs un peu de tout, mais si on doit simplifier les choses, en fait, dans le sport de haut niveau, il y a différents paramètres de la performance, que ce soit la préparation physique, donc pour développer ses habiletés physiques, la dimension du mental, pour développer toutes les habiletés mentales qui sont nécessaires pour pouvoir être efficace le jour J, la dimension technique, parce que dans chaque discipline,
il faut acquérir une certaine technique pour pouvoir maîtriser ce qu'on a maîtrisé. Et puis, il y a l'aspect stratégique de chaque discipline. Donc, c'est cette somme de tous ces éléments-là qu'on travaille, que les athlètes travaillent tout au long de l'année, pendant plusieurs années, pour pouvoir être efficaces le jour J. Donc, pour les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est 4 ans de travail pour une performance tous les 4 ans. Après, il y a des sports où ils s'entraînent tous les jours, mais ils ont des matchs toutes les semaines ou des grandes compétitions régulièrement. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est important. Après, voilà, si je simplifie les choses, le préparateur mental, c'est un entraîneur, en fait. C'est un entraîneur qui muscle votre mental, tout simplement, avec des outils qui vont permettre, en tout cas, à chaque athlète, en fonction de ses aptitudes, de son histoire, de son vécu, de ce dont il a besoin, lui, pour être performant et pour aussi son bien-être, d'avoir des outils qui sont adaptés à ce dont il, lui, a besoin. Voilà. Donc ça, voilà. Si je dois synthétiser un peu, c'est bien pour les auditeurs d'entendre, parce que c'est important d'avoir ça en tête, quoi. Pour bien comprendre un peu comment fonctionne le sport. Voilà, donc je parlais d'outils. Toi, tes outils, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes utiliser pour te préparer? La visualisation mentale, pour me projeter, pour dire à mon mental, même à mon corps, que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc, que je n'ai pas besoin de stresser, entre guillemets, en plus. Donc, la visualisation mentale. Des routines aussi, qui peuvent aussi évoluer. C'est pas des routines fixes, c'est des routines où j'écoute mon corps. Quand j'ai besoin de faire ça, je le fais. Si j'ai pas besoin, le jour J, je suis en capacité de pas m'enfermer finalement. Et ça, je l'ai travaillé, de pas m'enfermer dans cette routine et de la faire évoluer. Donc ça, c'est avant. Pendant les matchs, oui, j'ai une certaine routine avec mon fleuret qui me permet de me reconcentrer. Et puis aussi le lâcher prise avant compétition. Quand j'étais plus jeune, je pouvais stresser 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine avant, pendant. Je me suis rendu compte aussi que ça servait à rien, parce que je me faisais du mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au lieu de juste accueillir, on va dire, le fait que j'ai une compétition et que tout pourra changer le jour de la compétition. C'est pas parce que je ne suis pas bien ou que je suis bien la veille que je serai bien ou pas bien le jour J, et quand bien même je ferai avec mes armes le jour J. Eh oui, mental. Oui. Et puis aussi un petit peu de méditation, pas trop. Je suis en train de travailler dessus aussi, pour la concentration, pour le bien-être, pareil pour le lâcher prise. Donc ça, je le travaille. Puis j'espère qu'en septembre, je serai prête à pouvoir utiliser cet outil. Alors, tu parlais de zone de confort. Oui. Moi, j'aime bien parler de zone de confiance parce que aussi, oui. Voilà, le confort, j'ai l'impression d'être dans un canapé, et la zone de confiance, c'est plutôt, je trouve que c'est un peu plus adapté au sport parce qu'en fait, il y a des endroits où on a confiance, d'autres où on l'a moins, et souvent, c'est en sortant et en essayant des nouvelles choses qu'on sait pas forcément faire, qu'on apprend des nouvelles choses. Donc ça, c'est souvent ce qui fait un peu la force des athlètes. Hein. Je veux dire, un athlète qui ose à un moment faire quelque chose d'assez incroyable, alors que en fait, qui attend, c'est là où finalement, des fois, ça crée des grandes surprises. Donc, par rapport à cette zone donc, voilà, je venais à ça pour parler un peu de confiance. Toi, tu as été d'un tempérament à avoir confiance dès le départ parce que ton éducation, le soutien parental, voilà, visiblement, tu as des parents dans l'enseignement qui cultivent certainement, du coup, il y a un peu cette culture de l'apprentissage, et que tu as su décliner sur d'autres activités autres que la musique, puisque tu l'as fait aussi dans le sport. Est-ce que c'est comme ça que tu as pu avoir confiance, gagner confiance au fur et à mesure? Pour faire simple, en gros, comment tu as développé ta confiance? Alors, j'ai une relation particulière avec la confiance, finalement. Je me suis jamais posé la question quand j'étais plus jeune. J'avais cette confiance en moi parce que je ne doutais pas. Et au fur et à mesure, quand je devais avoir peut-être 16, 17 ans, là, j'ai commencé à me dire, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en ce que j'ai envie de faire sur la piste? Et finalement, depuis mes 16, 17 ans, la confiance, c'est ma plus grande faiblesse finalement.
parce que dès que j'arrive à avoir confiance, je fais ce que je sais faire, je gagne. Et dès que j'ai plus confiance, c'est plus compliqué. Donc finalement, quand j'arrive à l'avoir, c'est bon. Sinon, quand j'arrive pas à l'avoir, c'est compliqué. Et c'est pour ça que le plus gros travail mental que je fais avec mon coach, c'est sur la confiance, comment l'avoir, comment la garder. Donc finalement, je la travaille toujours. Et je la travaille toujours. C'est un marathon, on va dire. Et c'est... Oui, non, comment dire? C'est quelque chose qui m'échappe, que j'arrive à retrouver, mais qui m'échappe. Donc c'est toujours une lutte pour arriver à garder cette confiance finalement. Ouais, c'est fluctuant. Après, ça peut être certainement, dans le sport, ça peut être fluctuant en fonction des réussites sportives ou enfin voilà, des fois, il y a des défaites qui peuvent remettre en question certaines choses et ça peut aussi faire un gros moral. Donc, ça peut jouer. En fait, on me l'a toujours dit, j'ai toujours été doué, que ce soit en escrime ou dans le sport en général et en musique. Et finalement, le plus dur, c'est quand on a comment dire, j'ai oublié le mot, quand on est doué dans quelque chose, d'y apporter la touche, justement, de sortir de sa zone de confiance, d'aller chercher plus loin, de concrétiser. Et en fait, je sais que la bascule pour moi a été difficile à faire. Je l'ai faite, mais c'est pas par les défaites que je perds confiance, c'est vraiment par rapport à où je me situe par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire, quand j'arrive sur la piste, pas tout le temps, heureusement, hein, mais parfois, je me dis, elle est trop forte, ou je sais que j'ai toutes les armes pour gagner, mais je vais douter, finalement, à un moment où je dois pas douter, et en fait, me mettre en difficulté. Et ça a souvent été ça, me mettre en difficulté, parfois bêtement, parce que j'ai anticipé quelque chose qui ne s'est pas produit, où j'ai trop pensé, j'ai trop réfléchi, au lieu de lâcher prise, et finalement faire confiance à mes sensations, et me mettre en difficulté toute seule, au lieu d'avoir cette confiance, cette stature, finalement, pour pouvoir me dire, bon, c'est toi, t'es sur la piste, c'est toi la plus forte, ok, tout peut t'arriver, mais tu as les armes pour combattre, tu t'es entraîné, et donc ça va le faire. C'est plutôt ça que je dois, en fait, finalement, assumer le statut, ou assumer qui on est sur la piste, sans trop en faire, bien sûr, hein, mais voilà, être juste à ma place. Ouais, je comprends. Après, c'est pour ça que dans le sport de haut niveau, ou après dans n'importe quelle autre activité, c'est souvent l'art de répéter, mais aussi de prendre confiance, parce que du coup, on automatise et on se rend compte au fur et à mesure des progrès qu'on réalise. Souvent, quand j'entraînais, j'aimais bien rappeler que oui, ok, on va chercher un résultat. C'est rare de construire complètement la confiance avec juste un résultat. Mais par contre, le travail du quotidien, le fait de se rendre compte qu'on progresse chaque jour dans des choses qu'on ne savait peut-être pas faire le jour d'avant. Et du coup, ça stimule notre confiance et ça stimule aussi la motivation à continuer et à répéter. Donc, c'est quelque chose qui est important à entretenir. Alors, pas que dans le sport, mais un peu dans tout, quoi. C'est pour ça que la valorisation des gens qui nous entourent, elle est importante. C'est-à-dire que quand on a des entraîneurs qui nous encouragent, qui nous montrent les progrès qu'on réalise et qui sont motivants, alors ça peut être les entraîneurs, mais aussi l'entourage proche, c'est ça qui permet aussi de tenir dans le temps, hein, parce que 4 ans, c'est long pour préparer une médaille. Sans compter les années d'avant pour pouvoir arriver jusqu'à potentiellement être sélectionnable pour pouvoir aller faire tout ça, quoi. Donc, ça fait beaucoup. Mais bon, au bout d'un moment, on compte plus, et puis... Ouais, c'est la passion qui fait... La passion. Ouais, c'est clair. Si je te dis le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas? Oui, ça a été un problème quand j'étais plus jeune. Par exemple, juste simplement crier, même si on a un masque. Au départ, moi, je criais pas du tout. Il faut savoir qu'en escrime, c'est courant, c'est très courant de crier sous le masque, ne serait-ce que pour relâcher la pression, ou parfois même influencer l'arbitre, parce que un combat, il y a 3 personnes, hein. On n'est pas juste face à l'adversaire, et puis du moment qu'il y a un arbitre, on est tous humains, même si on est impartial. Ça peut faire aussi certaines différences.
Et ça a été longtemps un souci de pouvoir crier, de pas penser au regard des autres. Et justement, il y avait un de mes coachs mentaux qui, pour me faire comprendre ça, on est allé dans la rue et il a commencé à parler très fort, très fort, très très fort. Et moi, j'étais juste, je savais plus où me mettre. Et il a dit, mais tu vois, il y a personne tout le monde s'en fiche finalement. Personne qui va faire attention. Et en fait, ça a débloqué quelque chose en moi. Donc c'est aussi un travail de pas penser, bah, si je fais pas une belle touche, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Donc maintenant, je suis au clair avec le regard des autres. J'ai dépassé ce stade. Et puis, mais parfois, j'ai encore un peu de mal à crier. Mais ça, c'est plutôt lié à se mettre dedans par rapport au stress. Donc je sais que quand je crie, en tout cas, c'est un indicateur. Quand la compétition commence, je sais que je suis dedans. Est-ce que tu as des choses qui te permettent de te motiver? Oui, tout d'abord, les objectifs que je me suis fixés, tout le travail qui a été accompli en amont aussi. J'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Donc, c'est aussi motivant de se dire, bon, voilà, tu as travaillé, continue, va de l'avant. C'est aussi une source de motivation, de me donner à 100% et quand je regarde derrière moi, me dire, t'as tout donné. T'as tout donné. Ça aussi, c'est une source de motivation de se dire, j'ai tout donné. Et si c'est pas assez, je sais que j'ai encore une marge de progression. Et donc, je veux aller chercher, je veux savoir jusqu'où je suis capable d'aller. Et ça, c'est une recherche, que ça soit dans la vie personnelle, d'apprendre sur moi chaque jour. Finalement, ça aussi, c'est une source de motivation. Et forcément, d'aller chercher des médailles et des titres, mais il y a des étapes avant. C'est l'objectif. Le chemin est important aussi. Ouais, c'est vrai, mais souvent, se concentrer sur les moyens. Après, les résultats, souvent, bon, ils viennent ou ils viennent pas, mais en tout cas, il y a ça, beaucoup de choses qui viennent. Et il ne faut pas oublier qu'on a des adversaires en face de soi. Ils sont pleins aussi. Ils sont pleins aussi. Ils ont les mêmes objectifs. C'est clair. Pour gérer tes émotions, tu fais comment? Si tu as du stress, de la pression, comment tu gères ça? J'essaie entre guillemets, de dédramatiser le moment ou la compétition, de penser à autre chose, d'écouter de la musique, de danser, d'avoir un sourire sur mon visage. C'est tout bête, mais le fait de sourire, pour moi personnellement, d'écouter de la musique ou de danser, ça me réancre dans le moment présent. Et je me dis aussi mentalement que j'ai de la chance de faire ce que je fais, que c'est une passion, l'escrime, et que c'est quelque chose de positif. Parce que parfois, que ça soit à l'entraînement ou même quand ça se passe pas très bien, on se dit mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais entre guillemets du mal? Et j'essaie toujours de me redire que, parce que c'est le cas, que c'est une chance, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'il faut que je profite de chaque instant. Et le fait de se dire de profiter de chaque instant, finalement, quel est l'intérêt de stresser alors que c'est des moments finalement rares, des moments que j'ai la chance de vivre. Donc je fais ça à peu près. Et tu as des outils que tu as mis en place grâce à la préparation mentale aussi pour t'aider? Oui. C'est grâce à la préparation mentale et puis à des expériences de vie, aux livres que je lis. Tout ça finalement combiné fait que avec la prépa mentale me permet d'entrevoir des portes que j'avais pas encore ouvertes, même si mon inconscient avait l'existence de ces portes, et de finalement me dire ah mais oui en fait ça c'est lié à ça. En fait finalement de mettre aussi sur papier, d'exprimer les choses, parce que souvent on a les choses en tête, mais tant qu'on les a pas dites à quelqu'un, tant qu'on les a pas exprimées, finalement elles restent à l'intérieur de nous. La prépa mentale me permet de conscientiser entre guillemets ce que j'avais au fond de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Alors l'escrime, c'est un sport où c'est un sport de combat un peu. On est à distance, trop à distance, parce qu'il faut toucher. Ça nécessite d'être très concentré. Comment on apprend à être focus de manière extrême dans ta discipline? Je pense que c'est propre à chacun. C'est lié, oui, c'est forcément lié au vécu et au style aussi de jeu des différents tireurs. C'est une question intéressante, c'est une question difficile, parce que c'est vrai que, comme dans tout sport, à la moindre déconcentration, finalement, on prend une touche. Mais je dirais que
le principal, c'est quand on se déconcentre, de savoir se reconcentrer. Parce que la personne qui peut être concentrée, je sais pas moi, c'est un match en 15 touches, même si elle est concentrée sur 14 touches, finalement, donc techniquement, et que son adversaire est concentré sur 5 touches, ensuite n'est pas concentré sur 2 touches et après 5 touches, finalement, c'est la personne qui sera, même si la personne a été moins concentrée, c'est celle qui sera concentrée au bon moment, en fait, finalement. Donc, c'est la capacité à se reconcentrer. Je pense que ça prend... Soit chez certains, c'est inné, chez d'autres moins, comme chez moi, c'est pas inné. Même dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de très concentré. C'est déjà identifier le moment où on est plus concentré. C'est la première chose. Ensuite, se dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, j'ai perdu le focus. Et grâce à la prépa mentale, se dire, ok, là, je dois prendre un peu plus de temps, je dois mettre en place ma routine, se focaliser sur une cible et aussi sur la décision, finalement, parce qu'en escrime, ça va très très vite. Donc finalement, c'est la décision qui fait aussi qu'on arrive à se reconcentrer. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, que c'est une question... Après, jamais cette question-là, parce que souvent dans les... Alors du coup, j'aime bien la poser dans les sports de combat. Les sports de combat, tu fais une erreur, tu prends un coup, c'est mort. Ouais. Pareil, sport auto, voilà, tu es obligé d'être très concentré sur lui. L'escrime aussi, il faut pas être touché, quoi. Donc ça demande une concentration extrême. Et j'aime bien poser cette question parce que je trouve que apprendre à se concentrer aujourd'hui, c'est important. D'autant qu'on est très distrait par le téléphone, le bruit. Enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose qui peut nous distraire. Et je trouve que c'est intéressant de se replacer de ce côté-là. C'est-à-dire comment on restimule sa concentration, comment on apprend à ne pas regarder son téléphone ou, tu vois, à être focus sur une tâche. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de distracteurs, je trouve. Ouais, ça me fait penser. Et du coup, j'ai 2 façons de me concentrer. Finalement, c'est rentrer dans une bulle, pour moi en tout cas, avant compétition. Avant, par exemple, je pouvais donc écouter de la musique. Et un jour, j'ai mon téléphone qui fonctionnait plus. Et donc, j'ai pas écouté la musique. Et je me suis finalement concentré sur les bruits, je regardais mes adversaires tirer. Et je me suis rendu compte que j'étais mieux concentré de cette façon. Et des fois, j'aime bien revenir sur la musique un petit peu. Mais c'est comme ça que j'arrive à me concentrer. Je sais que, comme les poules, c'est des matchs où on rencontre toutes les filles. Donc, on est 7 dans la poule. Donc, on en fait 6 matchs, que c'est sur 2 heures. Je me suis rendu compte que à partir d'1 heure, j'étais un peu moins concentré. Donc, maintenant que j'ai identifié que je me déconcentrais à partir de 1 heure, tout mon travail et le travail avec mon préparateur mental, c'est de trouver des clés pour se dire, OK, là, tu sais que tu as une baisse de concentration, on l'a identifié. Donc, maintenant, hop, tu fais quelque chose et ensuite, tu reviens dans ta concentration. Donc, oui, c'est un travail de tous les jours, c'est de l'entraînement aussi. Et il y en a qui... Voilà. Ouais, ça me fait penser un peu au tennis. Tu sais, quand tu as gagné le premier set, oui, du coup, tu as la satisfaction d'avoir gagné déjà cette première manche-là. Et puis, quand tu vas sur tu as souvent ce relâchement, en fait, qui te rattrape. Du coup, tout le secret est de pouvoir repartir comme si tu n'avais même pas gagné le premier set, tu vois. Et souvent, le tennis, pour ça, c'est un peu traître, parce que des fois, tu crois que c'est gagné, mais en fin de compte, le point est pas terminé, tu peux toujours te retrouver à perdre, finalement, et c'est une sacrée aventure, ça. Mais ouais, c'est de se dire que j'ai fait une partie, mais en fait, tant que le dernier point n'est pas mis, tout peut arriver. Donc se forcer, même s'il y a une belle touche, par exemple, ou un beau point qui a été mis, de se dire, finalement, c'est qu'un point. C'est qu'un point, et il va falloir enchaîner, il va falloir continuer à travailler pour aller jusqu'au bout, quoi. Et finalement, en escrime, c'est un peu la même chose, en fait. Oui, tu peux mener, mais tu peux te faire rattraper. Alors, au sabre, comme il n'y a pas de temps, t'es le premier arrivé à 15 qui gagne, donc il n'y a pas cette dimension du temps. Au fleuret et à l'épée, il y a cette dimension du temps qui change finalement quand même pas mal de choses. On peut être mené 14-0, on peut revenir, mais si le temps est écoulé, on n'a pas cette... Donc, oui, techniquement,
même si on est mené, j'ai déjà vu un match où une fille était menée de 3 touches et restait 3 secondes. Très, très compliqué. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Elle a réussi à mettre 3 touches en 3 secondes. C'était juste incroyable. Le fait d'avoir vu ça, maintenant, je sais que c'est possible. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je sais que techniquement, c'est possible. Donc, ça ouvre aussi des portes de se dire aussi que rien n'est jamais joué. C'est bien sûr le cas, mais quand on le voit de ses propres yeux, c'est encore différent et puis ça ancre la situation. Quand tu dis 3 touches, ça veut dire qu'elle a touché 3 zones différentes du corps? Elle a touché 3 fois sur une surface valable où elle avait la priorité. Ok. Ou en tout cas, si elle n'avait pas la priorité, que son adversaire ne l'a pas touché. Donc c'est encore plus compliqué au fleuret parce qu'il y a la règle de priorité. Il y a des zones qui sont valables et des zones non valables. Par exemple, à l'épée, ils peuvent toucher de partout. Ce qui est plus compliqué, et il n'y a pas de règle de priorité, et ce qui est plus compliqué, c'est que s'ils touchent tous les deux en même temps, ils ont point tous les deux. Donc forcément, c'est encore une autre façon de voir l'escrime. Mais oui, elle a touché 3 fois au même endroit, hein, mais en tout cas, elle a touché 3 fois seule. Et en plus, après, elle a gagné le match. Donc, très, très fort. Ouais, c'est clair, c'est énorme. Là, j'ai une petite dernière. Oui. La petite dernière, c'est qu'on entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, tu en penses quoi? Alors, c'est difficile parce que depuis toute petite, mais depuis très longtemps, et je pense que c'est assez français, on dit rien lâcher, jamais abandonner, enfin, des choses qui sont des tournures de phrases négatives, même dans tous les jours, et notre cerveau entend lâcher. Il n'entend pas le rien devant. Donc, ça se trouve, en plus, j'ai dû le dire dans l'interview parce que c'est quelque chose de... On n'y pense même plus, mais je dirais plutôt tout donner plutôt que ne rien lâcher. Même si maintenant je sais que j'ai entraîné mon cerveau, si je dis rien lâcher, je sais que c'est pour aller jusqu'au bout. Mais quand même, c'est mieux de se dire tout donner. Bah écoute, Coralie, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi. Bon temps. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On a pour habitude de clôturer l'épisode avec quelque chose qui te tient à cœur, de dire aux auditeurs quelque chose qui est important pour toi et que tu as envie de communiquer pour finir et clôturer cet épisode. Je dirais que souvent, on se prend la tête sur des choses alors qu'on n'a pas la main dessus. Si j'ai le pouvoir de changer quelque chose, alors je le fais. Mais si je ne peux pas avoir de poids sur la situation, en fait, je vais juste lâcher prise et ne pas en vouloir aux autres ou m'en vouloir à moi si je n'ai pas la possibilité d'avoir une action dessus. Je sais pas si c'est très clair. Dans mon esprit, ça l'est en tout cas. Mais si je ne peux pas faire, si je ne peux pas avoir de conséquences sur une action, ben, je dois juste digérer l'information, et ça me permet aussi personnellement de ne pas entre guillemets souffrir d'une situation si j'ai pas la main dessus. Et une dernière chose peut-être, parce que je fais du piano aussi, c'est que une note ou une action, finalement, on peut pas savoir si elle est juste ou fausse tant qu'on n'a pas joué la note suivante. Ah oui, effectivement. Et c'est vrai, cette notion-là, de le rappeler, d'être focus sur ce qui dépend de nous, en fait. Voilà, ce qui dépend de nous. De ne pas forcément s'attacher aux choses dont on n'a pas la main, parce que finalement, on n'a pas la main, quoi. On peut juste les observer, accepter, pas agir dessus, quoi. Pas subir, mais accepter. Honnêtement, ça fait beaucoup de bien ça fait moins souffrir de se dire, bon, bah là, je n'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la personne, c'est pas de la faute de l'arbitre, c'est comme ça, finalement. À la notion d'acceptation. Oui. Si on veut te soutenir, t'encourager, comment on fait? T'es sur des réseaux sociaux? Oui, sur Instagram, Coralie Brouot, sur LinkedIn aussi, un petit peu moins sur Facebook. C'est principalement sur Instagram et puis LinkedIn. Et puis j'invite les auditeurs à s'intéresser à l'escrime, parce qu'il n'y a pas que l'épée. Souvent on parle d'épée, bien sûr, avec Laura Flessel, une immense championne. Et il n'y a pas que l'épée, il y a aussi le fleuret, le sabre. Et puis j'invite les auditeurs à essayer, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer l'escrime, véritablement. Qu'une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Écoute, merci beaucoup. C'est super agréable de faire cette interview avec toi. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.
Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.